Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Brigitte Klinkert, bonjour. Bonjour. Pour Où va le monde aujourd'hui, vous nous accueillez à l'Assemblée nationale. On va parler surtout des relations entre la France et l'Allemagne, un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène et on va pouvoir approfondir quelques éléments. Vous allez nous donner votre point de vue. Mais pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, nous parler de votre parcours personnel et professionnel, votre engagement politique, et puis vous nous parlerez peut-être de votre fonction de présidente de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Eh bien, je suis très heureuse de participer à votre émission. Je me suis engagée très jeune en politique. J'avais un grand-père qui était maire de la ville de Colmar, tout de suite après la guerre, en 1947, et qui est resté maire jusqu'en 1977. Il était aussi, parce qu'il m'a beaucoup inspiré, sans trop le savoir d'ailleurs, mais il était aussi résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été très vite fait prisonnier par les nazis, a été condamné à mort, s'en est sorti, et très vite après la guerre a été l'un des premiers qui en Alsace a tendu la main à ses voisins allemands, puisqu'il disait toujours tous les Allemands n'étaient loin de là pas des nazis. Il m'a sans aucun doute inspiré. J'avais un père qui était journaliste aussi, et dans un premier temps, j'avais très envie de faire journaliste. Mais à cette époque, il y avait très très peu de femmes journalistes, et mon père me disait que c'est un métier très difficile, et voilà. Et du coup, j'ai fait de la politique. J'ai fait de la politique, pourquoi? Parce que pour aider les autres. Ça peut sembler naïf, mais pour moi, la politique, c'est servir les autres, c'est être au service du bien commun, au service de l'intérêt général. Et c'est ce qui m'a motivée d'ailleurs professionnellement aussi à faire des études de droit et des concours administratifs, parce que j'estimais que dans la fonction publique, eh bien, on pouvait être au service, et on est au service de ses concitoyens. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a guidée. J'étais aussi très jeune membre d'associations diverses, et je me suis rendu compte que quand on est membre d'une association, à un moment donné, on n'arrive pas à faire un certain nombre de projets, à aller jusqu'au bout des choses, parce que la décision très souvent est politique. Et c'est aussi peut-être ce qui m'a donné envie de m'engager en politique. En l'occurrence, je suis une élue centriste. À l'époque, j'étais membre du Centre des démocrates sociaux, et j'ai créé à Colmar et en Alsace une section de jeunes démocrates sociaux qui, très rapidement aussi, s'est étendue par-delà du Rhin, puisque très vite j'ai organisé des rencontres, des échanges avec les jeunes Allemands, avec les jeunes Suisses. Et je voyais combien pour eux aussi ces relations étaient importantes, parce que, eh bien, surtout pour les Allemands, parce qu'ils étaient, même s'ils n'avaient pas connu la guerre, et que ma génération n'a pas connu la guerre, ils étaient quand même très marqués par la guerre, et il y avait un grand besoin de relations avec nous, avec les Français. Je saute quelques étapes. Je suis entrée au conseil municipal de Colmar, où j'ai occupé des fonctions d'adjointe au maire à la culture. Voilà, je ne peux pas vivre sans culture. Pendant la pandémie, j'étais très triste de ne pas pouvoir assister à du spectacle vivant, à des concerts. Et voilà, là, je ne peux pas vivre sans culture et je ne peux pas vivre sans musique. J'ai été élue la première femme conseillère générale du Haut-Rhin en 1994. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça y est, la porte est ouverte. Maintenant, d'autres femmes vont arriver également au sein de l'Assemblée. Eh bien, figurez-vous qu'il a fallu attendre la loi sur la parité pour que d'autres femmes viennent me rejoindre. Alors, je n'étais pas, mais je suis devenue féministe parce que je me rends compte que si on ne se bat pas, s'il n'y avait pas eu cette loi sur la parité, eh bien, je serais peut-être toujours encore aujourd'hui la seule femme conseillère générale du Haut-Rhin.
Grâce à la parité aussi, je le dis clairement, et grâce à la loi sur le non-cumul des mandats, je le dis clairement aussi, il y a eu une opportunité à un moment donné pour moi d'être élue présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Et j'ai fait cette mission durant 3 ans. C'était passionnant, une très très belle mission au service des Haut-Rhinoises et des Haut-Rhinois qui m'a permis aussi de vivre un moment terrible qui était la première crise de la Covid, puisque en France, pour la France, tout est parti de Mulhouse et donc de mon département, puisque des évangélistes, enfin tout est parti d'un rassemblement, peu importe. C'est vrai, les souvenirs me reviennent, c'est vrai. Ouais. Et c'était terrible. Je me permets d'en parler un tout petit peu parce que très vite, je voyais que mon agenda, qui était plein, se vidait peu à peu, que mes voisins, par exemple du Bas-Rhin, donc voilà, à quelques kilomètres de chez moi, annulaient tous les rendez-vous parce qu'on ne voulait pas que je vienne, hein, que je me déplace, voilà, et que j'amène le virus. C'était le début de la pandémie qui a fait de nombreux morts dans mon département. Et à un moment donné, c'était le 20 mars après-midi, j'entendais les hélicoptères qui partaient avec des malades, j'entendais des avions sanitaires qui partaient avec des patients en réanimation. Et je me suis dit, c'est pas possible. On emmène ces malades qui sont en réanimation à l'autre bout de la France pour les soigner. On a des hôpitaux juste à côté de chez nous, à Freiburg en Allemagne, à 40 km de Colmar, à Bâle en Suisse, à même pas 40 km de Mulhouse. Pourquoi est-ce qu'on ne frappe pas à la porte de nos voisins et qu'on leur demande de l'aide? Et puis sans rien demander à personne, j'ai adressé un mail au ministre-président du Bade-Wurtemberg, aux 3 présidents des cantons suisses voisins, et je les ai appelés à l'aide. Vous avez osé? Et voilà, j'ai rien demandé à personne, j'ai osé. Je me suis dit, ils vont sûrement dire non. Les frontières étaient fermées, rappelez-vous, et ils ont dit oui. Et là, ça a été extraordinaire parce que les transferts de patients, qui après se sont étendus à d'autres pays aussi, eh bien, ont sauvé des vies. Ce qui me fait dire que la coopération transfrontalière a sauvé des vies. Et puis, j'aurais tout de suite terminé avec ma présentation, qui est peut-être un peu longue, mais voilà, j'ai quelques années d'expérience d'élu. En début juillet 2020, Jean Castex m'a sollicité pour entrer au gouvernement. Alors, jamais de ma vie je ne pensais un jour entrer au gouvernement. Et lorsqu'il m'a appelé, j'ai répondu oui, très spontanément, parce que c'était un moment difficile pour notre pays, début juillet 2020, qu'à la rentrée de septembre 2020, on savait que comme toutes les rentrées, il y aurait 780 000 jeunes sur le marché du travail, et que pour moi, accepter ce ministère en charge de l'insertion, eh bien, c'était un immense défi au service de mon pays et de mon concitoyen, et qui plus est, qui me permettait de représenter et de défendre l'Alsace au gouvernement. Bon, très bonne présentation, elle est assez riche, assez complète. Mes félicitations pour ce parcours. Alors, merci. Alors, souvent, des jeunes viennent me voir et me disent comment vous avez fait, est-ce que vous pouvez me dire? J'ai dit, vous savez, il y a des opportunités, on les prend ou on ne les prend pas. Il y a certaines propositions qu'on m'avait déjà faites que j'ai refusées. Voilà. Mais lorsqu'on est élu et qu'on accepte un mandat ou une mission, il faut les faire à fond. J'entends. Alors Colmar, l'Alsace, région limitrophe de notre voisin germanique, je vais poser un peu le décor d'une thématique que j'aimerais aborder avec vous. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont signé le traité de l'Élysée, un traité bilatéral de coopération qui était destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Naît alors officiellement le couple franco-allemand. Et d'ailleurs, on dit couple franco-allemand en France, mais on dit Deutsche-Französisches Motor en Allemagne. Comme quoi, je pense qu'on ne voit pas l'histoire, enfin on voit l'histoire d'un point de vue qui est souvent assez personnel. Certains détracteurs disent dans les médias qu'il n'y a pas de couple franco-allemand, que l'Allemagne se jouerait de nous, obéirait aux Américains.
Les arguments qui sont avancés sont notamment un sabotage du projet de l'Union pour la Méditerranée, une pression trop importante sur l'économie des Grecs, le renoncement du nucléaire en 2011 qui impacterait notre politique publique nationale énergétique. Il y a aussi l'accueil des migrants, avec pour ces deux derniers sujets des décisions qui ont été prises sans concertation. L'impression que cela donne est que la France suit et que l'Allemagne décide, ce qui serait bon pour elle. Alors, Brigitte Klinkert, quel bilan pouvez-vous dresser de ce couple franco-allemand 60 ans après? Alors évidemment, certains voient le verre à moitié vide. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Et je suis une grande optimiste, une éternelle optimiste. Si je reprends l'histoire de mon grand-père, qui a connu, comme tous les Alsaciens de son âge, différentes guerres. Lui avait 18 ans en 1917 et a donc combattu sous uniforme allemand à la fin de la Première Guerre mondiale. Son père est mort comme soldat allemand, donc mon arrière-grand-père, comme soldat allemand. Et en 1940, il est résistant. Et il se bat contre les nazis. Et aujourd'hui, depuis 1945, nous vivons en paix entre la France et l'Allemagne. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de cette amitié franco-allemande qui a été voulue, qui a été portée, notamment par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, et par ceux qui leur ont succédé. Et puis au niveau régional, par de nombreux élus. Voilà, je pense à des Pierre Pflimlin, à des Marcel Rudloff, ancien maire de Strasbourg, et à Joseph Rey, mon grand-père, ancien maire de Colmar. Si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, lorsque je vais, par exemple, comme ça a été le cas il y a 2 mois dans les Balkans, avec Laurence Boone, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, et que lors d'une rencontre avec la société civile, comme on dit, à Sarajevo, je dis, voilà, je me présente, je suis la coprésidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et que je leur dis, ouais, la France et l'Allemagne ont été des ennemis héréditaires. Et aujourd'hui, nous avons une assemblée parlementaire franco-allemande avec 50 députés français, 50 députés du Bundestag qui travaillent ensemble et qui essayent de faire adopter des textes communs dans chacune de leurs 2 assemblées. Eh bien, les yeux de mes interlocuteurs brillent parce que nous sommes, avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande, la seule assemblée binationale au monde. C'est unique, un modèle en quelque sorte. Et voilà, s'il n'y avait qu'un bilan à faire de toutes ces années de coopération franco-allemande, eh bien, il y a bien sûr cette assemblée parlementaire, mais c'est la paix dont nous jouissons depuis 1945. Et voilà, une fois qu'on est en paix, et nos générations qui n'ont pas connu la guerre se disent ça va de soi, ça va de soi. Eh bien non, ça ne va pas de soi. Moi, je peux vous assurer que lorsque les frontières se sont fermées entre la France et l'Allemagne au printemps 2020, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, tout ça pour ça, tous ces efforts, nos parents, nos grands-parents qui se sont battus pour que les frontières s'ouvrent, et maintenant les frontières sont de nouveau fermées. Après, dans la coopération franco-allemande, quand on regarde l'histoire, on s'est rendu compte qu'à toutes les époques, il y a eu, je ne veux pas dire des hauts et des bas, mais c'est comme dans un couple. Eh bien, voilà, tout se passe bien, on s'entend bien, on vit ensemble, voilà, mais on n'est pas toujours d'accord. Et on peut même quelquefois se fâcher. Mais ça fait partie de la vie. Et moi, ce que je retiens, c'est le positif, ce sont les outils puissants que sont le traité de l'Élysée et qu'est le traité d'Aix-la-Chapelle, qui en fait nous permet de pleinement être confiants pour le développement de l'amitié franco-allemande dans le futur et pour les générations futures. Alors le 23 janvier 2023, au lendemain de la célébration des 60 ans du traité de l'Élysée, le bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'est réuni à l'Assemblée nationale pour parler des projets futurs de cette coopération. Quels sont donc les prochains axes de développement ? Comment voyez-vous la place de la France et de l'Allemagne dans l'Europe dans les 10-15 ans à venir ?
Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de chute de ce duo? Alors de risque de chute de ce duo, je n'y crois pas parce que la volonté est là, vraiment, de part et d'autre, de travailler ensemble, de nouer des relations étroites. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la coopération franco-allemande, et comme toute coopération internationale, repose sur deux piliers. Le premier, c'est la volonté politique. Elle est là, de part et d'autre. Et puis, deuxièmement, les relations personnelles. C'est important d'avoir une relation d'amitié lorsqu'on travaille avec, moi en l'occurrence, avec Nils Schmitt, qui est mon homologue allemand, coprésident du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et on peut ne pas être toujours d'accord, mais on essaye d'avancer ensemble et on arrive à travailler ensemble. Alors quels sont nos axes de travail aujourd'hui? Nous avons des groupes de travail, par exemple, que nous avons mis en place là début d'année, justement le 23 janvier dernier. L'un sur l'avenir de l'Europe, dans la suite des travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Quelle est notre vision commune, à nous Français, députés français et députés allemands aujourd'hui, quelle est notre vision commune de l'Europe de demain? Deuxième axe de travail, et le rendu de ces travaux, c'est pour le début de l'année prochaine, c'est la souveraineté énergétique. Voilà, je ne vous explique pas les raisons du choix de ce dossier. Un troisième axe de travail qui devrait démarrer tout prochainement, c'est l'harmonisation des directives européennes entre la France et l'Allemagne. Voilà, pour, j'ai envie de dire, tout simplement améliorer le quotidien de nos concitoyens, notamment dans les régions transfrontalières, mais pas seulement. Et puis, nous avons après-demain une réunion de bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui sera suivie le 22 mai d'une séance plénière qui se tiendra à Strasbourg, dans les locaux du Parlement européen. Et là, nous allons mettre, si tout se passe bien, hein, si l'Assemblée l'approuve, nous allons mettre en place un groupe de travail sur la défense et sur la sécurité. Vous voyez, des sujets quand même qui sont très, j'allais dire, chauds, qui sont sensibles entre la France et l'Allemagne, la sécurité, la défense, l'énergie. D'autres sujets sur lesquels nous avançons en dehors de groupes de travail, la question de l'apprentissage de la langue du partenaire. Vous savez peut-être que les deux ministres de l'éducation français et allemand ont signé une stratégie commune le 22 janvier dernier, stratégie commune d'apprentissage de la langue du voisin. Et puis un autre axe de travail qui est d'actualité et à laquelle nous allons nous intéresser, c'est la situation des Balkans et comment nous, Français et Allemands, ensemble, et je dis bien ensemble, eh bien, nous pouvons avancer sur la situation dans les Balkans. Si je vous énonce tous ces sujets, c'est parce que ce sont des sujets qui sont d'actualité. Alors vous me direz, il y en aurait encore bien d'autres, mais nous sommes 50 parlementaires français, 50 parlementaires allemands. On ne peut pas mener de front tous les sujets. Mais cette coopération doit nous permettre de mieux promouvoir aussi cette amitié franco-allemande à laquelle nous sommes si attachés. Vous parliez tout à l'heure du couple franco-allemand, puisque les Français parlent du couple et les Allemands plutôt du moteur. Oui. En fait, peut-être que les Français mettent plus d'affectif, plus d'affect dans la relation. C'est aussi notre nature, hein, on le sait bien. Les Allemands parlent de moteur, le moteur est fait pour avancer. Mais je pense que quand le couple et le moteur se rejoignent, eh bien on fait tout simplement un travail extraordinaire au service de nos concitoyens, mais aussi, et je tiens à le redire, au service de la paix sur notre continent. Je vous cueille avec une question. Vous parlez de l'apprentissage de la langue. On continue à apprendre l'allemand encore aujourd'hui, parce que ça a toujours été une question, ça finalement, l'accessibilité de cette langue qui a toujours posé une question. Vous avez des informations sur ça? Est-ce qu'il y a assez documenté? Alors malheureusement, l'apprentissage de l'allemand est en baisse. C'est ce qu'on a toujours dit, il me semble. Ouais. Ayant pratiqué l'allemand déjà à l'époque, c'était un sujet. Oui, mais
Et l'apprentissage du français en Allemagne est en baisse également. D'accord. Un exemple qui m'a été donné tout récemment par le recteur de l'Académie de Strasbourg, il y avait l'année dernière 271 postes au CAPES d'allemand sur les 160, je ne sais plus ce que j'ai dit, 271 postes au CAPES d'allemand. Il n'y en a que 171 qui ont pu être pourvus, faute de candidats. D'accord. Voilà. Moi qui vis à Colmar, en Alsace, le recteur, grâce à une volonté du ministre de l'Éducation nationale, vient d'annoncer pour la rentrée prochaine des classes maternelles immersives en allemand, français et alsacien, c'est nouveau, alsacien aussi, classes immersives à 75% dans 4 écoles maternelles alsaciennes. D'accord. Il y a l'une de ces écoles que je connais le mieux, puisqu'elle est dans ma ville, à Colmar, eh bien je sais qu'on a du mal à recruter. Voilà. Donc il y a tout un travail à faire, je fais très vite, pour donner envie aux jeunes d'apprendre l'allemand. L'anglais, tout le monde doit l'apprendre, quoi qu'il arrive, mais l'allemand, il est très important, je pense, vous savez bien, quand on parle la langue de l'autre, la relation n'est pas la même que quand on s'exprime dans une langue étrangère. Et puis la langue de l'autre permet aussi d'apprendre sa culture, d'apprendre mieux son mode de vie. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie d'apprendre aux jeunes, d'apprendre l'allemand, et puis de donner envie à de jeunes enseignants de devenir enseignants d'allemand. Et là, je suis en train de rédiger un texte qui, je l'espère, sera approuvé lors de la séance plénière de l'Assemblée parlementaire franco-allemande pour justement concrètement essayer d'inciter côté français, le gouvernement, et côté allemand aussi, à tout faire pour développer cet apprentissage. Et nous auditionnerons les 2 ministres lors de notre session d'automne qui aura lieu vraisemblablement en Allemagne et à Berlin. D'accord. On va parler un peu Alsace, c'est une superbe région que j'ai découverte récemment, qui a des atouts touristiques, culinaires, géostratégiques. En votre qualité de député, vous avez une implication importante auprès des acteurs de ce territoire et auprès des agriculteurs en particulier. Vos prises de position sont sans équivoque. Quelles seraient selon vous les décisions à prendre pour permettre une souveraineté alimentaire nationale ? C'est vrai que nous sommes aujourd'hui en particulier dans une situation où les difficultés sont immenses pour le monde agricole. D'une part, avec le retour de la guerre en Europe, la hausse des prix, le dérèglement climatique, la grippe aviaire aussi, les difficultés sont juste énormes. L'agriculture est aussi en pleine mutation, comme de nombreux secteurs. Elle est en crise, je dirais, du fait des crises que nous enchaînons maintenant depuis quelques années. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. Lorsqu'il y a une guerre, comme c'est le cas entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, l'alimentation est aussi une arme, est aussi une arme qui est utilisée par l'adversaire. Ce qui est clair pour moi, c'est que l'indépendance alimentaire ne se négocie pas. C'était vrai pendant la crise Covid. Souvenez-vous que la situation n'était pas évidente. On a réussi à passer la crise Covid grâce à la bonne volonté des uns et des autres, que ce soit bien sûr les agriculteurs, mais aussi les commerçants et les grands distributeurs. Mais il nous faut une agriculture forte et le gouvernement s'y emploie. Il faut également qu'on continue à poursuivre les réformes qui ont été engagées pour qu'il y ait une meilleure rémunération des agriculteurs en continuant, j'ai envie de dire, d'être intraitable sur l'application de la loi Egalim, des lois Egalim. Il y a, je l'ai déjà évoqué, la lutte contre les effets du changement climatique en investissant et en protégeant des aléas, filière par filière, avec une assurance récolte, avec une meilleure gestion de l'eau. L'un des vrais sujets, c'est la gestion de l'eau aussi. L'innovation dans les variétés également. Et puis la poursuite de la politique de préservation de nos terres.
parce que on se rend bien compte qu'il s'agit aussi d'accompagner une transition agroécologique en réduisant l'utilisation des produits les plus préoccupants grâce à des solutions concrètes. Voilà, donc tout ça, je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture, mais j'ai beaucoup de contacts avec les agriculteurs. Je pense qu'il faut une véritable politique volontariste, une politique d'investissement aussi, pour être moins dépendant de nos importations. Brigitte Klinkert, on va sur la dernière question. Selon vous, où va le monde alors? Comme je l'ai évoqué déjà dans l'interview, je suis une éternelle optimiste. Et donc, certes, nous traversons des crises, mais toutes crises ont une fin, toute crise a une fin. Et j'ai aussi vu, durant ces crises successives, il faut le dire, la résilience des Français. Lorsqu'on voit que pendant la crise Covid et le confinement, les Français ont respecté les règles qui leur étaient demandées par le gouvernement. Moi, je dis chapeau vraiment aux Français. Je me remémore aussi les chaînes de solidarité qu'il y a eu à cette époque-là. Donc moi, je suis très optimiste sur le monde et son avenir. Je ne suis pas béate. Hein, on vient d'évoquer les questions d'indépendance alimentaire, la nécessité de consolider notre agriculture. Je ne suis pas béate non plus lorsque je vois les guerres, et notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais je pense vraiment que notre société qui aujourd'hui est très individualiste en France a beaucoup d'atouts. Et l'un de ces atouts, quoi qu'en disent certains, ce sont les jeunes. Vous savez, il y a encore la semaine dernière, j'ai rencontré dans ma circonscription 12 jeunes qui suivent un accompagnement de la mission locale de Colmar dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Eh bien, ces jeunes sont motivés, ou en tout cas on est en train de les remotiver. Ils avaient tous un projet qui leur tenait à cœur et qui voulaient à tout prix arriver à réaliser. Pas moins que ce matin, j'ai eu un mail d'une de ces jeunes qui me rappelait un petit peu ses difficultés et qui me proposait 2-3 pistes pour l'aider. Eh bien, je lui ai déjà répondu, et voilà, pour essayer de la faire avancer. Donc, moi, je suis très, très optimiste par rapport à ces jeunes et leur envie aussi de s'engager pour le bien commun. Lorsqu'on explique à des jeunes ce que c'est que la vie politique, à savoir s'occuper de la cité, s'occuper des autres, eh bien, moi, je rencontre des jeunes qui me disent « Ah ben oui, maintenant on sait ce que c'est, ça nous donne envie de nous engager en politique, peut-être d'être élus dans un conseil municipal ou autre, et ça nous donne envie en tout cas d'aller voter. » Et je crois que c'est ça qui est important, que chacune et chacun prenne ses responsabilités, prenne sa vie en main. Lorsque j'étais ministre en charge de l'insertion et que je rencontrais des personnes en difficulté, à qui je tendais la main pour les accompagner, je me rendais compte que le travail donne beaucoup d'espoir à ces personnes. Et certaines sont venues me remercier et me remercient aujourd'hui encore, parce que lorsqu'on a un travail, eh bien on a de nouveau de l'espoir en l'avenir, de l'espoir en son avenir, mais aussi dans l'avenir de sa famille et dans l'avenir de ses enfants. Donc voilà, je pense que l'engagement de chacune et de chacun pour le bien commun va nous permettre, eh bien, peut-être, je l'espère, d'avoir demain un monde non seulement qui fonctionne bien, mais grâce à cette force que chacune et chacun mettra dans son engagement, et un monde qui demain, je l'espère, sera meilleur que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec moins de guerres, moins de difficultés dans les pays qui sont en développement, pour éviter aussi toutes les vagues d'immigration que l'on connaît aujourd'hui. Mais pour cela, il faut beaucoup de solidarité au niveau mondial entre les pays. Et je pense que c'est ça aussi l'une des solutions
pour un monde meilleur demain. Brigitte Klinkert, merci pour vos réponses. Ça nous a permis de voir le verre à moitié plein alors, et pas à moitié vide. Tout à fait. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.